Qu'il soit drapé de brume, gorgé d'eau, tapis sous la neige, battu par les vents ou encore baigné de lumière, le plateau des Hautes-Fagnes garde enfoui au plus profond les stigmates de sa naissance et les traces de ses métamorphoses spontanées ou dirigées. Des mutations naturelles ou anthropiques qui ont tout au long de son histoire modifié cet écosystème. Un écosystème extraordinaire, en évolution et en révolution permanente qui n'a pas fini de nous surprendre et de nous émerveiller. Les fagnes n'ont pas toujours eu le même visage. Ensemble, nous allons arpenter ce petit coin de nature, faire parler les sols, interroger les roches, suivre le chemin de l'eau, observer la biodiversité qui s'y est développée et reconstituer le puzzle de la longue et passionnante aventure des Hautes-Fagnes pour mieux appréhender leur avenir. Le plateau se compose de fagnes diverses, de la fagne wallonne en passant par la fagne de la Polleur, des deux séries, du Freineux, de Nampire, du Nourloé, du Setais et j'en passe. Une fagne ô combien plurielle pour un biotope on ne peut plus singulier. C'est à cette caractéristique de paysage marécageux qu'on doit finalement ce nom de fagne ou des fagnes, c'est ça que ça veut dire? Oui, fagne veut dire marécage, veut dire zone marécageuse. Et évidemment, il y a beaucoup de sites qui sont désignés en tant que fagnes, mais il n'y a qu'un seul site qui constitue les Hautes-Fagnes. Ça, c'est bien typique, c'est le plateau le plus élevé de l'Ardenne, hein, de la Belgique, même s'il n'est pas très haut. Et il y a des fagnes ailleurs, hein, il y a les fagnes de la Baraque Fréture, les fagnes du plateau des Tailles, mais il n'y a que les Hautes-Fagnes en tant que telles. Située au nord-est entre Eupen et la petite ville allemande de Montjoie, la fagne de Braakven est sans doute celle qui, malgré les interventions humaines, a peu changé. Elle nous ramène aux origines des paysages fagnards et renferme une des rares tourbières hautes, toujours active, le Mystène. Une zone gorgée d'eau que les arbres n'ont jamais colonisée. Ici, la tourbe flirte avec les 8 mètres d'épaisseur. Jadis, la tourbière s'étendait à perte de vue sur des milliers d'hectares. Mais pour comprendre toutes les spécificités du plateau, il nous faut remonter loin sur la ligne du temps, revenir à l'aube de sa naissance et rappeler que sa formation est le fruit d'une lente évolution démarrée il y a plusieurs centaines de millions d'années. Durant cette période interminable, les Hautes-Fagnes ont fait un voyage de quelques 9000 km. Sorties du fond de l'océan, elles ont atteint des sommets vertigineux avant d'être le toit de la Belgique, perché à 694 mètres d'altitude à peine. Il faut savoir qu'il y a un demi-milliard d'années, le point qui est actuellement celui des Hautes-Fagnes était dans les moyennes latitudes de l'hémisphère sud. Et donc, en un demi-milliard d'années, il a traversé les régions intertropicales pour arriver à l'endroit où il est aujourd'hui. Si on revient maintenant à 550 millions d'années à peu près, les Hautes-Fagnes étaient dans un fond marin, le point des Hautes-Fagnes était dans un fond marin, où s'accumulait tout ce que les rivières apportaient à la mer. On appelle ça les sédiments. Et au cours du voyage que l'on vient d'invoquer, ces sédiments allaient être plissés, ils allaient sortir de la mer, rentrer dans la mer, et on peut en particulier s'arrêter à 300 millions d'années, qui est le moment où les sédiments marins vont sortir de la mer pour devenir une montagne élevée, un peu comme les Alpes, et qui va donc subir l'érosion jusqu'il y a 70 millions d'années, moment où la mer du Crétacé va atteindre la Baraque Michel, mais elle ne va rien changer, ou pratiquement rien changer à son relief, et donc on peut considérer que la forme du plateau est acquise à ce moment. Ce qui va se passer à partir de ce moment-là, c'est que la mer va à nouveau se retirer,
Parce que l'Ardenne se soulève, elle va revenir il y a 34 millions d'années, se retirer à nouveau pour se trouver à l'endroit où on la connaît actuellement. C'est ainsi que le socle rocheux des Fagnes, âgé de plus de 500 millions d'années, est constitué des plus vieilles roches de notre royaume. Des pierres de nature argileuse, les schistes, mais aussi silicieuses, les grès. Sous l'effet de multiples contraintes liées à leur enfouissement et au grand plissement géologique, elles se sont transformées au fil du temps. Les schistes ont donné naissance aux phyllades, tandis que les grès ont évolué vers les fameux quartzites. Il n'est d'ailleurs pas rare de trébucher sur d'énormes pierres de cette époque, comme ici, le lit de Charlemagne, posé sur la frontière belgo-allemande, non loin du village de Mutzenich. La légende raconte que l'empereur à la barbe fleurie venait s'y reposer lorsqu'il chassait dans la région. Le dolmen de Solwasters, lui aussi, fait partie de ces monolithes que les anciens Ardennais appelaient pierres volantes, en référence au fait qu'elles semblent être tombées du ciel. Même scénario en rive droite de la Statte pour cet autre gros caillou, baptisé la table des sautés, du nom de ces petits êtres fabuleux qui, raconte-t-on, vivaient au bord de la rivière. Comment est-ce que vous expliquez que cette pierre aussi importante soit arrivée ici toute seule? Cette pierre, oui, elle est arrivée ici toute seule, entre guillemets. Elle a été transportée, en fait, comme un radeau sur une coulée boueuse. Donc c'est un phénomène qui s'est produit à la fin de la déréglaciation, quand le pergélisol dégelait très fort, très rapidement. Il y a plus ou moins le climat était très humide. 10 000 10 000 ans, voilà, c'est ça. Et alors on a eu probablement des périodes très humides comme ça, où on a plein de coulées boueuses qui ont fossilisé les vallées en V, comme notamment ici la vallée de la Statte, qui était au départ une vallée en V, qui était colmatée par cette coulée et qui maintenant a une forme convexe. Voilà. Donc complètement fossilisée par un pierrier, constitué de blocs de toute taille, des gros comme ça et des plus petits. Donc il n'y a pas de classement dans ces pierriers. Ce rocher de Billy, c'est quand même une curiosité dans la région parce que, mais c'est pas comme on l'a vu tout à l'heure avec le quartzite, c'est pas une roche volante qui a été déposée. Non. Là, Ici, on est vraiment sur un affleurement. Un affleurement, c'est un vrai affleurement. Donc ce sont des roches, comme on dit, en place. Donc voilà, et ce sont ces affleurements qui libèrent, eux, en s'altérant, des gros blocs. Il y en a un peu partout autour du rocher. Alors à un jet de pierre d'ici, on a le pierrier de la Statte, mais des pierriers, il y en a d'autres. C'est d'autres curiosités géologiques de la région. Oui, les pierriers, c'est effectivement le résultat du démantèlement de ces gros rochers là-bas. Il y en a partout. La chronologie du plateau se trouve ainsi gravée au cœur de ces roches. Une odyssée qui continue à s'écrire puisque la Terre poursuit sa course. Ce qui nous semble figé pour toujours à l'échelle de nos vies bouge au rythme de temps géologique infiniment long, imperceptible et inéluctable. Mais quittons les aires géologiques lointaines pour revenir au crépuscule de la dernière période glaciaire, soit il y a 11 700 ans. Si on prend un peu de hauteur, on aperçoit de curieuses dépressions d'environ 10 mètres de diamètre. Longtemps, on a cru que ces trous étaient des viviers creusés par l'homme. On sait aujourd'hui qu'il n'en est rien. Il s'agit de l'Itals, curiosité naturelle que l'on ne trouve en Europe continentale que sur les plateaux des Tailles et des Hautes-Fagnes, un phénomène que les scientifiques expliquent par l'existence de conditions climatiques et géologiques particulières à un moment donné. Pour que ces Litals aient pu se former, il a fallu qu'il y ait une couverture de limon de quelques mètres d'épaisseur, et c'est le cas. Il a fallu aussi que le climat soit très différent du climat actuel, qu'il y ait au moins 15 degrés en moins qu'actuellement toute l'année, hiver, été. Alors quand le climat était celui-là, l'eau du sol pouvait devenir de la glace et en grande quantité, pouvait s'accumuler d'année en année, développer une butte,
Et cette butte grandissant, comme le sol n'est pas élastique, elle se déchirait et le rayonnement solaire faisait fondre la glace. Donc quand la glace a fondu après avoir écarté la Terre, il en est résulté ces dépressions qui sont actuellement les traces de lithase des Hautes-Fagnes qui se sont remplies d'eau d'abord et de tourbe ensuite. Les tourbières renferment une mine d'informations. Elles sont la mémoire des paysages. Grâce à des carottages, il est possible de déterminer avec précision, en fonction de la profondeur à laquelle on retrouve des graines ou encore des pollens, quelles essences d'arbres peuplaient les lieux et à quel moment. Mais les tourbières sont loin d'avoir livré tous leurs secrets et nous réservent encore bien des surprises. Une tourbière, c'est un milieu marécageux dans lequel la décomposition de la matière végétale morte est imparfaite, incomplète, et donc cette matière végétale s'accumule sous forme de tourbe sous la végétation. Quand vous parlez de matière végétale, vous pensez à ces espèces de mousses qui colonisent un petit peu tout ce milieu et qui vont finir par le recouvrir entièrement? Oui, c'est principalement ces espèces de mousses qui sont des sphènes, en fait, qui sont le principal composant végétal des tourbières, accompagné d'autres plantes comme les linégrètes. Et ce sont principalement ces plantes qui forment la tourbe. Alors ce qui se passe en fait, c'est qu'on est dans des milieux gorgés en eau, mais d'une eau stagnante et peu mobile, très pauvre en oxygène et aussi très acide. Alors tous ces facteurs sont très défavorables à l'activité des micro-organismes décompositeurs de la matière végétale morte, et donc celle-ci s'accumule. Quand vous parlez de micro-organismes, on pense aux champignons, on pense aux bactéries, et comme le milieu est très acide, c'est pas là-dedans qu'on va les retrouver. Et donc la décomposition de ces végétaux va se faire très très lentement. Ah, très lentement. Au grand maximum, on parle d'une accumulation de 1 mm par an, mais c'est vraiment en fait un maximum. À beaucoup d'endroits, c'est plus faible que ça. À côté des tourbières, à la faveur du réchauffement des températures, la toundra change de couleur et s'habille de vert. Les arbres réapparaissent peu à peu, là où le sol et l'exposition leur sont favorables. La faune et la flore ont alors de nombreux points communs avec celles des régions arctiques aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle une bouleille chêneille sur tourbe. Ce n'est pas la tourbière haute, mais c'est quand même une zone tourbeuse dans laquelle se sont installés essentiellement des arbres pionniers, donc notamment les bouleaux, quelques chênes, peut-être du hêtre, mais là où c'est beaucoup plus sec sur les hauteurs. Et c'est un milieu qui est devenu très précieux parce que riche aussi en biodiversité, à tel point que dans le cadre des projets LIFE là, qui ont fait des grandes restaurations dans les tourbières et dans les zones voisines, c'est un milieu qu'on essaye de reconstituer le mieux possible, en tous les cas de le protéger, de le favoriser, parce que ça constitue un ensemble de petits massifs forestiers avec des clairières, et donc c'est propice à toute une série de faune et de flore, notamment des insectes, des oiseaux. Donc c'est un milieu reconnu également comme très précieux sur le plan européen, et dont nous avons la chance ici d'en avoir quelques beaux échantillons, peut-être même davantage que des tourbières hautes. Donc c'est pourquoi je dis, quelque part, on retrouve une image du passé lointain ici, et c'est un peu une relique qui vient nous tenir à cœur, évidemment. Si le relief, les sols et les sous-sols du plateau ont été des éléments déterminants dans la formation des milieux fagnards, le climat a lui aussi joué un rôle majeur. Pluie, bruine, brouillard, gel, neige sont les principaux phénomènes climatologiques qui caractérisent depuis longtemps les Hautes-Fagnes. Celle-ci dispose d'ailleurs, et ce n'est pas un hasard, de sa propre station météo depuis 1975. Cependant, dès la fin du XIXe siècle, il existait déjà des postes d'observation, notamment à la baraque Michel. C'est dire si on avait compris depuis longtemps l'importance d'étudier et d'analyser le climat fagnard
afin de comprendre cet écosystème et de mieux percevoir la problématique de la gestion de l'eau. Désormais entièrement automatisée, la station est gérée par l'Institut royal météorologique, comme la vingtaine d'autres stations du pays. Mais celle de Montrigui reste, de par sa genèse et sa situation, un cas à part, une référence. En fait, c'est la station la plus complète et la plus haute qu'on peut retrouver ici en Belgique. Donc ici, on est plus ou moins à 674 mètres et on va observer un climat complètement différent de toutes les autres stations en Belgique. Et par exemple, on va avoir deux fois plus de précipitations qu'à Liège, alors qu'on est à 30-40 km à vol d'oiseau. Donc c'est considérable, évidemment, sur une petite zone géographique. Alors justement, qu'est-ce qui explique que le climat est si différent? C'est juste l'altitude? Alors oui, en grosse partie, c'est l'altitude. Donc il fait plus froid ici parce qu'on est plus haut en altitude et on a plus de précipitations parce que c'est aussi le premier relief que les masses d'air atlantiques rencontrent et donc il y a beaucoup plus de précipitations ici. Est-ce qu'on peut dire que c'est finalement grâce au climat qui règne ici qu'on a aussi le paysage que l'on connaît dans nos fagnes? Alors c'est en partie lié au climat, même en grosse partie lié au climat, mais c'est aussi lié au fait qu'on est sur un plateau. On n'est pas sur un gros relief pointu comme on pourrait avoir dans les Alpes, on est sur un plateau qui va en plus garder toutes les précipitations. Donc on a plein de précipitations qui tombent, et comme on est sur un plateau, elles ne vont pas forcément ruisseler, et donc elles vont s'accumuler ici en surface, et c'est ça qui va créer notamment la tourbe, par exemple, et qui va créer une végétation très particulière. Ici comme ailleurs, les changements climatiques jouent les trublions. Depuis la fin des années 80, on enregistre de 20 à 25% de chute de neige en moins. Hiver pluvieux, été plus chaud, assortis de sécheresse à répétition et d'épisodes de précipitations plus violentes vont avoir de sérieuses répercussions sur les écosystèmes tourbeux et plus largement sur nos réserves en eau. Et de l'eau, parlons-en. Le plateau compte une infinité de sources qui donnent naissance aux rivières fagnardes. Celles-ci creusent des vallées, nourrissent les principaux bassins versants de la Meuse ou encore du Rhin en Allemagne, alimentent lacs et barrages. Elles se prénomment Vesdre, Gilep, Ruhr, Warsch, mais aussi Getzbach, Schwarzbach, Ogne, Stadt-Hell et j'en oublie. Ici, au cœur des zones tourbeuses, pas d'eau bondissante, mais plutôt une eau qui stagne. Bon, il fait un peu sec depuis 3-4 semaines, mais malgré ça, vous voyez que l'eau n'est qu'à 20 cm de la surface. Et en fait, on a ça partout, parce que c'est ce qu'on appelle l'aquifère des tourbes. Et l'aquifère des tourbes, la tourbe, c'est comme une éponge. C'est une éponge qui contient beaucoup d'eau. Et même quand il fait sec, elle contient encore beaucoup d'eau, puisque vous voyez que tout ce qu'elle a fait, c'est des descentes de quelques centimètres par rapport à son état normal. Et donc, ça veut dire que cette éponge, elle est saturée quasi toute l'année. Alors quand une goutte d'eau arrive, elle a le choix entre 3 choses. Soit elle ruisselle, soit elle s'infiltre, soit elle s'évapore. Et qu'en est-il alors réellement de ce qu'on appelle les nappes aquifères, donc qui seraient vraiment là en profondeur, alors, quasiment en dessous de l'argile, mais il faut passer cette couche-là. Si je veux décrire un petit peu ce qui se passe, ici on a une couche de tourbe. Bon, ici localement, elle fait 2 mètres, maximum 2 mètres d'épaisseur. En dessous desquels on a une couche d'argile. Donc imperméable. Peu perméable. Non, jamais imperméable, non, mais peu perméable. Okay. Et puis, en dessous, on a des quartzites et des quartzophyllades fracturés, plissés, etc. Et donc là, on a 2 types de nappes. Une nappe qui est perchée dans les taurbes. Okay. Et puis, en dessous de la couche peu perméable, il y a une nappe dans les roches fracturées, quartzitiques, dans les zones les plus fracturées de ces roches-là. Alors, ces aquifères-là, c'est pas facile à gérer parce qu'il faut trouver les zones fracturées, etc. Et c'est dans ces zones fracturées-là que, sur les flancs des collines, on va retrouver les zones de source. Voilà.
Et c'est ce que Spa fait Oui, oui, en exploitant avec des ses sources captages, à flanc de coteau. Oui, mais donc ça veut dire que pour que l'eau s'infiltre et forme ces fameuses nappes aquifères, elle doit déjà faire un fameux chemin. C'est pas gagné. Ah non, c'est pas gagné. Et donc, en fait, on est dans une zone qui n'est pas vraiment les super réserves d'eau souterraine que l'on pourrait croire. Ça veut dire que le plateau des Hautes-Fagnes, qu'on présente toujours comme un réservoir d'eau presque inépuisable et le château d'eau de la Wallonie, c'est pas tout à fait vrai, quoi. Non, c'est pas. En fait, c'est un peu un mythe. C'est un peu de la mythologie de croire cela. Soumis au gel, balayés par les vents, mais aussi, comme on vient de le voir, sensibles à la sécheresse, les habitats tourbeux sont aussi acides et pauvres en nutriments. Dans ces conditions extrêmes, les végétaux ont déployé pour résister et survivre des trésors d'imagination. C'est un milieu très difficile puisque ici, l'accumulation de tourbe dépasse 1 mètre et peut atteindre même 6 à 7 mètres d'épaisseur dans les zones les plus actives. Et donc, la végétation a totalement perdu le contact avec le sol minéral et la nappe phréatique. Donc les racines ne peuvent pas aller chercher l'eau. Les racines, elles sont uniquement ici dans les tapis de sphagne et elles ne descendent pas en profondeur. Donc l'eau, c'est celle qui tombe du ciel. Alors ces plantes ne sont alimentées que par les eaux de pluie. Même si le milieu est gorgé en permanence d'eau, en plein été, en période de canicule, les plantes peuvent subir un stress hydrique important. Et donc c'est pour ça que toutes ces espèces Elles ont des petites feuilles. ont développé des adaptations pour résister à la sécheresse et limiter l'évapotranspiration, comme des petites feuilles. Alors, beaucoup plus rare et impressionnant, le Drosera, mais en français le Rossolis à feuilles rondes, qui est une petite plante carnivore caractéristique des tourbes dénudées et qu'on rencontre comme ça à certains endroits dans les... Et donc elle va capturer des insectes ici. Elle est capable de capturer de petits insectes. Un peu collants, c'est ça? Elle va se refermer dessus? Non. Même pas? Les insectes viennent juste se coller sur le mucus. Et s'il y a des plantes carnivores dans ce genre d'habitat, en fait, c'est parce que le milieu est extrêmement pauvre en éléments minéraux, et notamment en azote. Et c'est une manière pour les plantes d'avoir un petit apport d'azote supplémentaire. Au rayon faune sauvage, la star, c'est bien sûr le tétralyre, symbole du parc naturel Haute-Fagne-Eifel. Le retour du printemps annonce le temps des parades nuptiales, mais aussi des opérations de comptage, dont l'objectif est d'estimer le nombre d'individus, histoire d'avoir une idée plus précise de l'état de santé de la population de tétras. Alors que la nuit se retire peu à peu, les compteurs, membres de la station scientifique, agents DNF ou encore ornithologues professionnels ou non, gagnent les postes d'observation qui leur ont été attribués. Quand les premiers rayons du soleil pointent le bout de leur nez, le tétras sort de sa réserve et rejoint l'arène. Là, il commence son numéro, chointe, roucoule et roule des mécaniques dans l'espoir d'attirer les femelles. En 2017, seuls 2 mâles avaient été aperçus. Suite à ce constat alarmant, un programme de renforcement de la population de tétralyres est alors lancé. Objectif : sauver l'espèce de l'extinction. Comment ? En prélevant des tétras là où ils pullulent, en Suède. Depuis, ce sont plusieurs dizaines d'oiseaux qui ont été transloqués de Karlsbol au plateau des Hautes-Fagnes. Depuis 2017, depuis que ce programme de renforcement existe, ça fait quoi une centaine, plus ou moins d'oiseaux qui ont été relâchés chez nous, mais ça reste difficile. C'est vrai qu'on a tendance à avoir le chiffre en les additionnant, mais ça ne fonctionne pas comme un compte en banque. Oui. Donc on met des oiseaux qui ont une durée de vie limitée. Oui. Bon, tout se passe bien, si tout se passe bien, ça peut vivre 5-6 ans. Mais bon, il y a des prédateurs dans la nature, il y a peut-être des causes autres de mortalité naturelle qui peuvent arriver. Et donc, ce n'est pas une addition de tous les oiseaux précédents qu'on peut retrouver dans les fagnes. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, 2017, c'était l'année d'essai, quoi. C'était l'année où il n'y avait plus qu'1 ou 2 individus mâles dans le Haute-Fagne. Donc, en quelques mois, a été montée une mission secours de dernière chance pour aller chercher quelques oiseaux. Et puis 2018, c'était la mission vraiment avec
je veux dire, Pour conforter, voilà, ouais. conforter, mais avec une équipe beaucoup plus large et une expérience déjà acquise grâce aux premières expériences de 2017. Et bon, on avait en 2019 réussi à avoir une augmentation de 2,5 fois la population de l'année précédente. Donc là, on était un peu euphorique là, fin 2019, début 2020, Et puis Covid, oui, qui a donné un petit peu un coup de coup de frein d'une population qui était juste au démarrage. Mais voilà, notre objectif, c'est d'atteindre quand même une quarantaine de mâles et l'équivalent en nombre de femelles ici dans les Hauts-de-Fagne. Bon, il y a encore du travail. That's right. That's right. Il y a 50 ans, les tétras étaient encore plusieurs centaines en Belgique. À présent, les landes et les tourbières fagnardes sont leur seul et dernier refuge. Mais pour combien de temps encore? Les activités humaines, les changements climatiques, les incendies et la prédation restent autant de menaces qui jouent contre lui. La vie, voire la survie de cet oiseau, est toujours en sursis. Terre de transit et de chasse durant des millénaires, il faut attendre le Moyen-Âge pour voir naître les premiers villages en bordure du plateau et à partir de là, assister à de nouvelles et profondes transformations. La forêt qui occupait 90% du territoire est mise à sac. Les pratiques agro-pastorales, certes indispensables pour améliorer les conditions de vie très difficiles des populations locales, bouleversent le paysage et appauvrissent les écosystèmes les plus fragiles. Faute de bois, on va extraire la tourbe pour se chauffer. L'or noir ou le charbon du paysan représente alors un enjeu crucial pour les villageois. Alors, c'est ici que ça se passe. Ah oui. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors je suis ici devant une fosse d'extraction. Une fosse d'extraction. Oui. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire Alors là? je prépare la fosse en débarrassant la paroi des matières qui sont fragilisées par le gel et les intempéries. Et mon collaborateur est en train d'occuper à curer le fossé. Et après, nous pourrons commencer à extraire. Venez près de moi. Redescendez. Alors, ces gestes-là, les habitants de Zurbrood et des environs, ils les ont fait pendant pratiquement 450, voire 500 ans. Oui, parce que l'occupation humaine de l'endroit est plus ancienne à Robertville qu'à Zurbrood. Oui. Donc, il y a un texte qui atteste que vers 1444, les habitants, les manants de Robertville, se rendaient déjà en Fagne pour venir en tout cas faire paître les troupeaux. Alors en 1533-34, Jean Zurbrood s'est installé à Zurbrood, à la lisière du bois, et il a été suivi par d'autres. Un village s'est installé, ce qui a déplu aux habitants de Robertville parce que c'était une concurrence. C'est un endroit assez inhospitalier et ils avaient besoin de ces ressources pour vivre. Donc le fourrage, la tourbe, éventuellement les baies, mais en tout cas, il fallait cet espace-là pour subsister. Et donc il y a eu des querelles qui se sont prolongées très longtemps. Mais finalement, au cours des siècles, les Zurbrotois ont demandé pour acheter la Fagne. Ils ont obtenu. Et ça veut dire qu'à l'époque, ça se passait comment? Ça veut dire que les familles de Zurbrood avaient accès à une fosse de tourbe qui leur était plus ou moins attribuée, dédiée par quartier, et qu'ils venaient à partir du 1er mai jusqu'au maximum le 15 juillet. Ils avaient droit à 5 jours d'extraction, pas plus, sinon ils devaient payer des taxes. Des taxes, oui. Et donc, en 1920, a été redistribué aux habitants les espaces. Et ce quartier ici, que nous occupons, était la fosse d'extraction des habitants de Bosfagne. C'est la partie qui se trouve aux alentours de l'église. Mes grands-parents avaient leur fosse près des 3 hêtres. Ça veut dire que ce droit d'extraction de la troufle, à savoir la tourbe, se transmettait de génération en génération et que vous êtes donc petit-fils de troufleurs. Oui, absolument. L'outil que Raymond a en main, c'est l'outil que mon grand-père utilisait.
Plus tard, Zurbrood revendra ses terres à la région wallonne. Depuis, les habitants continuent à jouir de certains privilèges, comme celui d'exploiter cette petite fosse au lieu-dit la Béole, une manière d'exercer leurs droits, de maintenir vivace une tradition séculaire, mais surtout de transmettre aux générations futures l'histoire de leurs ancêtres. Si l'extraction de la tourbe a causé la dégradation des milieux tourbeux, la plantation intensive d'épicéas a elle aussi une grosse part de responsabilité dans cette affaire. Au XIXe siècle, exsangue, la forêt est pourtant l'enjeu de nouveaux défis dans une société en pleine mutation. Les besoins en bois ne cessent de croître. Aussi, en 1847, une loi sur la mise en valeur des terres dites incultes encourage l'agriculture et le reboisement. Dès lors, on va planter en Ardennes un arbre plein de promesses, un conifère venu de Prusse qui pousse vite et droit, son nom, l'épicéa. Cette politique d'enracinement massif va s'étendre et se répandre sur le plateau des Hautes-Fagnes. Alors ici, on est dans une des plus vieilles paissières du plateau, puisqu'elle date de 1875, c'est ça? Exactement, en 1875, donc quelques années après l'arrivée de l'épicéa dans la région ici. Donc l'épicéa a été amené par les forestiers prussiens, allemands, et donc successivement, les forestiers belges ont copié sur leurs voisins immédiats et ont commencé à planter également de l'épicéa. Et donc ici, on est à un endroit qui est parmi les premiers à avoir été planté en épicéa. Est-ce qu'on peut dire que c'est avec l'arrivée des Prussiens et finalement de l'épicéa que la gestion forestière s'est professionnalisée chez nous en Belgique? Oui, on peut dire ça. Donc là, on avait une motivation de production de bois, donc de plantation de plants, mise en place, gestion, éclaircie, etc. Et donc ça a été le moteur d'une certaine gestion sylvicole qui a été mis en route quand même. Tout ça protégé par un code forestier qui date de 1854 et qui donnait les bases légales aux forestiers pour protéger les massifs forestiers et pour faire en sorte que la surface forestière augmente d'année en année. Quand même. À ce moment-là, la fonction de la forêt, elle est juste économique. Elle est principalement économique, oui. Alors l'épicéa a permis de relancer l'économie, ça a pas mal fonctionné dans pas mal d'endroits, mais sur le plateau, ça a été un échec, c'était une fausse bonne idée. Une fausse bonne idée, oui. Donc, surtout parce qu'on était confronté à des situations tourbeuses avec des excès d'eau pendant une partie de l'année. Donc aussi avec des sols avec une argile en dessous. Et cette argile était impénétrable pour les racines de l'épicéa. Donc un risque de voir les arbres tomber en chablis, c'est-à-dire renversés par les vents. Ou bien attaqués par l'insecte scolite qui s'attaque à des arbres stressés. Hier roi, aujourd'hui paria, l'épicéa disparaît peu à peu des stations qui lui sont défavorables. Seules ces traces de drain, creusées sur des kilomètres pour assécher le milieu, témoignent encore de sa présence passée. Mais le mal est fait. La sylviculture intensive d'épicéa a bouleversé et dégradé les milieux tourbeux. Pour rendre souffle et vie aux tourbières et à ses locataires, d'importants chantiers de restauration sont lancés grâce au programme européen de financement LIFE. Résultat, plus d'une centaine d'hectares seront restaurés pour le plus grand bonheur des grues cendrées, ces merveilleuses voyageuses au long cours qui sont de plus en plus nombreuses à faire halte en Fagne. Donc elles sont arrivées hier soir ou fin d'après-midi? À partir de 16h, les premiers groupes se sont posés à partir de 16h. Et elles ont volé avec le vent de face tout l'après-midi, ce qui fait qu'elles étaient fatiguées et ça favorisait des haltes assez importantes. On sait d'où elles viennent? Elles viennent de quoi? Plutôt de Suède, celles-ci, celles qui s'arrêtent en Fagne? Alors, les relectures de bagues ont permis de mettre en évidence 4 nationalités, donc Suède, Finlande, Norvège, et grâce au GPS aussi, on sait qu'il y a des grues allemandes qui s'arrêtent en Fagne. On peut imaginer qu'il y a aussi d'autres origines comme la Pologne, voire les pays baltes. Le plateau des Hautes-Fagnes a toujours été une halte potentielle, mais c'est vrai que ces dernières années, c'est de plus en plus souvent. C'est quoi? Grâce aux travaux de restauration qu'on a fait entre autres? Oui, absolument. Donc effectivement, le plateau des Hautes-Fagnes est connu de longue date comme site de halte. Mais ici, grâce au projet LIFE qui a eu lieu de 2007 à 2012 et aux travaux qui ont suivi, donc les restaurations de tourbières, les ennoiements, particulièrement toutes les zones qui ont été mises sous eau, les haltes se sont vraiment multipliées. Et donc maintenant, on a des haltes qui sont régulières et abordantes presque à chaque automne.
Et donc c'est ça vraiment les effets positifs du plan d'action de restauration des tourbières. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on espère? C'est qu'un jour elles puissent nicher ici et se reproduire, et ça reste compliqué. C'est un espoir un peu fou, mais pourquoi pas. En tout cas, elles se reproduisent depuis 2 ans maintenant en Belgique. Donc, de quel côté là? Dans le Labour, dans la vallée du Zwartebeek. On est en fait entre 2 populations nicheuses, celle des Pays-Bas qui est en expansion et puis celle de la Lorraine française. Et donc il y a l'espoir quand même qu'un jour elles finissent par s'installer ici. On a en tout cas au printemps des observations souvent prolongées en avril et en mai d'oiseaux isolés ou de couples. Donc ça c'est toujours un bon indice. On espère qu'un jour ça se concrétise. Ce vaste chantier de rétablissement des écosystèmes dégradés amorcé il y a plusieurs dizaines d'années se poursuit avec des subsides en grande partie régionaux dans le cadre du programme Wallon de développement rural. Si des aménagements d'envergure impressionnants sont ponctuellement entrepris, il en est d'autres beaucoup plus confidentiels. Donc ici nous avons une petite andromède qui a été replantée par nos soins l'année passée. Et donc voilà, il faut savoir que c'est une grande première, c'est vraiment un test. Hein. Et donc ce sont des boutures qu'on a élevées en pépinière l'année passée. Et donc on est venu remettre ici vraiment dans son biotope de prédilection pour essayer justement d'accélérer plutôt le processus de recolonisation de ces espèces qui ont totalement disparu dans certaines zones totalement dégradées. Donc on donne vraiment un bon coup de pouce à la nature, parce que si naturellement on doit attendre qu'elle revienne d'elle-même, il faut attendre qu'il y ait trop de facteurs et de paramètres qui se mettent ensemble. Et tu me disais, l'intérêt, c'est que aussi bien l'Andromède que la canneberge, qui est un peu plus loin, tout à fait, qu'on va voir, elles ont été entre guillemets élevées chez nous, c'est-à-dire que ce sont des boutures qui viennent, elles sont indigènes, elles viennent de chez nous. Exactement. Ça, c'est intéressant. C'est le mieux qu'on puisse faire, c'est une copie conforme d'espèces que nous avons vraiment ici sur le plateau des Hauts-de-Fagne. Et là, on a la canneberge, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc ici, on a la canneberge qu'on peut voir aussi qui commence vraiment à bien s'étaler sur la sphaigne. Ça sert à quoi de restaurer ce milieu qui avait disparu, qui avait été dégradé? C'est pour faire revenir quoi? Il y a des oiseaux qui vont se nourrir de ça. C'est restaurer aussi un habitat confortable et riche pour toute une série d'insectes et d'oiseaux. C'est ça l'idée? Bien sûr, exactement. Et le meilleur exemple, c'est le tétralyre. Encore une fois, notre tétra est assez friand de la canneberge, entre autres. Et donc, avoir de la canneberge, c'est augmenter sa capacité d'accueil. Donc c'est augmenter la capacité d'accueil du milieu du tétra et surtout la capacité de nourriture. Donc plus la nourriture, et plus mieux va se porter. Et donc on peut espérer qu'il se reproduise mieux aussi grâce à ça. Mais toutes ces restaurations n'auraient sans doute pas été réalisées si une poignée d'opiniâtres fagnards n'avait pas eu un beau matin la bonne idée de livrer bataille pour qu'un petit bout de ce territoire puisse jouir du statut de réserve naturelle. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'après le calme du mois de juillet et du mois d'août, vous avez remarqué peut-être, même dans votre jardin, que certains oiseaux se remettaient à chanter. Parmi ces défenseurs acharnés, il y a les incontournables Amis de la Fagne. Cette association, née en 1935, rassemble les amoureux inconditionnels du plateau. Des écologistes qui, bien avant l'heure, avaient pris conscience de l'urgence et de la nécessité de sauvegarder cet écosystème unique et donc précieux. C'est en partie grâce à leur combat que la réserve fut créée en 1957. Il est évidemment difficile de se mettre dans l'esprit des gens de l'époque, mais il est certain que tout à coup, l'attrait de la nature a fait que les gens du pays ici, et du pays au sens large, pas uniquement des Hauts-de-Fagne, mais des environs, ont trouvé qu'il y avait autour de la baraque Michel des paysages absolument extraordinaires et que ça valait la peine de les protéger parce qu'on s'y sentait bien, on voyait de belles choses et on était donc en présence de quelque chose de précieux. Et très curieusement, en même temps, les scientifiques, notamment le célèbre professeur Léon Frédéric de Liège, découvraient aussi que tout à coup, le milieu fagnard présentait des caractéristiques inattendues et particulièrement intéressantes à investiguer. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est qu'au cours des premières années, ces deux courants, le courant, je dirais, sentimental, passionné,
personnifié par les Amis de la Fagne, et le courant scientifique se sont rencontrés, ont convergé, et c'est une convergence qui a duré tout le temps et qu'on trouve encore aujourd'hui. Cette association, elle démarre dans les années 30. Pourquoi ? Pour essayer aussi de mobiliser les gens, pour les sensibiliser à des combats qui à ce moment-là étaient importants. Oui, on ne s'en rendait peut-être pas compte à ce moment-là, mais est arrivé un événement dans les années 30, un projet de barrage sur la Hogne. Et si ce barrage avait été fait, eh bien toutes les fagnes qui existaient encore à ce moment-là, en amont de hockey, auraient été inondées. Et ça a été le déclic pour la création des Amis de la Fagne. La réserve naturelle domaniale compte de nos jours près de 7000 hectares. Elle continue de grignoter, d'absorber des parcelles et de s'agrandir pour la bonne cause, mais tout n'est pas gagné pour autant. De nouveaux dangers sont en passe de bouleverser, une fois encore, la vie du plateau. Le risque d'incendie demeure le danger numéro 1, un fléau qui s'invite ponctuellement, de préférence au printemps ou en été, ces 2 saisons de prédilection. Est-ce que je me trompe si je dis que la plupart des départs de feu ont pour origine l'homme ? Tout à fait, l'imprudence, des feux, des campements illégaux, c'est le départ principal. Parfois, il y a des départs de feu suite aux foudres. Alors, ici, on le voit très bien, hein, on a cette herbe, cette molinie. C'est elle aussi qui aide et qui rend les feux plus importants ? C'est eux qui en fait favorisent le départ des feux. Le sol peut être gorgé d'eau, mais dès que les herbes au-dessus sont sèches, c'est de la paille, et bien directement ça donne des feux extrêmement violents. Ça part à une vitesse incroyable, c'est dangereux, c'est des grandes flammes, et c'est ça qui est vraiment le problème, c'est la présence massive de molinies à certains endroits. Alors ici, on est à côté d'une tourbière haute, encore active, ici en Fagne wallonne. C'est vraiment les endroits qu'il faut préserver à tout prix. Absolument, c'était lors de l'incendie de 2011, c'était un des objectifs principaux, éviter que le feu ne passe la Helle, qu'on voit là en bas, dans la Fagne wallonne, sur la tourbière haute active. Et on est parvenu vraiment à le stopper, notamment parce que les pompiers ont amené 1200 mètres de tuyaux le long des coupe-feux ici à dos d'homme pour stopper le feu à la Helle. Ça reste une de vos bêtes noires, le feu ? C'est quelque chose avec laquelle il faut vivre en Fagne. Tous les 10 ans, on a des feux importants et il faut prendre des mesures préventives et beaucoup de mesures de restauration des habitats qu'on a mis en œuvre, c'est-à-dire diminuer les surfaces de molinies, les remplacer par des habitats. Ça freine les feux et en même temps, on crée des habitats qui sont favorables à des espèces très rares. Mais d'autres dangers menacent aussi les fagnes qui pourraient, une fois de plus, changer de visage. D'abord, il y a les changements climatiques. Ceux-ci favorisent l'installation d'espèces animales méditerranéennes qui auparavant ne faisaient que passer. Les plantes envahissantes gagnent du terrain, les espèces rares et donc précieuses des milieux tourbeux régressent au profit de plantes plus communes. Et comme si cela ne suffisait pas, les fagnes subissent un flux de visiteurs de plus en plus important, qui n'est pas sans conséquence. La pression anthropique, certes différente d'hier, est toujours bien présente, pesante même. Celle-ci pose à nouveau la question du territoire et de son partage. Un problème plus épineux encore depuis que le loup a retrouvé le chemin du parc naturel Haute-Fagne-Eiffel. On sait que c'est un animal extrêmement adaptatif, on peut le retrouver dans différents types d'écosystèmes, que ce soit des landes ou des montagnes. Pour revenir à son territoire, est-ce qu'on peut dire que son territoire, que sa superficie est inversement proportionnelle à la quantité de nourriture que le loup pourra y trouver ? Exactement. En fait, plus un territoire est bien pourvu en nourriture, moins il sera étendu. Et inversement, moins il y a de nourriture, plus il sera large. Mais il y a des limites. Par exemple, en Europe occidentale, on sait que les territoires les plus petits de loups, ils font 15 000 hectares. Et les plus grands, à peu près 35 000. Ça, c'est pour l'Europe occidentale. En Europe du Nord, où il y a moins d'ongulés au kilomètre carré, eh bien, les territoires sont beaucoup plus grands pour que la meute ait assez de nourriture pour nourrir tous ses membres. Au niveau de l'organisation, parce qu'on parle toujours de meute, c'est quoi ? C'est une famille ? C'est les parents, les enfants, les ados ? Comment est-ce qu'ils s'organisent ?
Je dirais que c'est presque comme chez les humains. Quand on parle de meute, en fait, il s'agit d'une cellule familiale. Donc, il y a les 2 parents reproducteurs. Il y a les jeunes de l'année précédente et les jeunes de l'année en cours. D'accord. Et les jeunes de l'année précédente, qui sont maintenant ce qu'on appelle des subadultes, donnent un coup de main aux parents pour nourrir la nouvelle portée qui est en cours. Alors, en fait, un couple de loups, ça ne vit pas très longtemps, parce qu'à l'état sauvage, un loup vit à peu près de 6 à 8 ans, en moyenne. Donc, dès qu'un membre de la meute disparaît, il faut qu'il soit remplacé par un membre du même sexe. Imaginons que le mâle disparaît, il faut que peu de temps après, un autre mâle prenne sa place. Donc, une meute peut être en place à un moment et puis disparaître parce qu'on n'a plus les reproducteurs. Mais vu la dynamique de l'espèce en Europe, on n'a pas tellement de crainte à avoir en Wallonie parce qu'il y aura toujours des loups qui vont arriver, qui vont s'installer quelque part. Et même si dans une région ils disparaissent, ils vont réapparaître dans une autre et il y aura en fait un turnover de l'espèce au sein des massifs forestiers wallons. Mais les clichés ont la vie dure et le loup traîne malgré lui une bien mauvaise réputation. De plus, la fragmentation de notre territoire n'aide pas à l'instauration d'une cohabitation sereine. Le loup sera toujours près d'une ferme, d'une maison, d'une route, d'un village, d'une ville. Depuis son retour naturel, le loup polarise l'attention, crispe, mais aussi divise. La question du loup entre aujourd'hui pleinement dans le champ politique. L'Europe crie au loup, ravive les peurs, radicalise les opinions, et la remise en question récente du statut de protection du loup par l'Union ne plaide en rien en faveur d'une coexistence, si pas harmonieuse, du moins pacifique, entre ces 2 superprédateurs. Mais cohabiter implique de communiquer et d'établir une autre manière d'être en lien avec la nature et le vivant. Un autre rapport que celui de dominer, dominant. Depuis longtemps, l'humain essaie de comprendre ce qui nous distingue des autres animaux, des autres vivants. On nous a longtemps classés en dehors des animaux d'ailleurs. Aristote nous mettait juste en dessous des dieux et des anges, au-dessus de tout le reste. Et c'est resté longtemps cette vision-là. Et plus on étudie le comportement des animaux, plus on étudie leur fonctionnement, plus on se rend compte qu'en fait, on est très proche dans beaucoup de choses, que ce soit la capacité d'être empathique, le langage, l'utilisation d'outils. Il y a des tas d'exemples qui nous montrent que les animaux ont des facultés qu'on leur ignorait jusqu'à présent. Comme le loup, par exemple? Tout à fait. Il habite ici, hein? Que ce soit le loup, que ce soit certains autres canidés, le renard, etc. La vie en communauté qui nécessite par certains moments, par exemple, la prise de décision commune, l'empathie. Et donc, c'est toutes des choses qu'on leur ignorait jusque-là. Et il faut peut-être juste changer de manière de réfléchir les choses et de voir plutôt que nous sommes un animal qui est extrêmement bien adapté à son environnement, mais tout comme les autres le sont. Et donc, chaque espèce est juste aussi adaptée que ce que ne veut sa survie au final. Malgré toutes ces découvertes qui enrichissent nos connaissances sur les autres vivants, l'humain règne toujours sans partage. Il reste plus que jamais un consommateur de nature, un héritage culturel transmis de génération en génération dont il est difficile de se défaire, mais pas impossible. En réalité, on se rend compte que les enfants désapprennent. Ils sont dans une conversation avec le vivant, les enfants, avec ceux qui découvrent, et pour peu qu'ils soient guidés. Et on leur désapprend, en fait. À un moment donné, ils doivent apprendre que ce vivant, c'est des choses qu'on manipule, c'est des choses sur lesquelles on a du pouvoir. Et donc ça passe aussi forcément par l'éducation. Et pendant longtemps, le passage à l'âge adulte a supposé une déconnexion du vivant et des animaux. Il fallait en passer par là pour devenir pleinement humain, en réalité. Et celui qui restait trop connecté aux animaux ou à la nature, était suspect, pas vraiment humain. Donc tout ça, c'est très culturel et sociologique. On désapprend en fait cette capacité qu'on a à se sentir entouré d'autres vivants. Et on apprend à se sentir tout seul, finalement. Et on a l'impression d'être tout seul sur la Terre, la seule espèce pensante, la seule espèce consciente, et comme si tout le reste, on ne pouvait pas communiquer, en fait, avec ce monde vivant. Il y a une forme d'incommunicabilité qui est acquise, en réalité, parce que dans plein d'autres sociétés, communiquent beaucoup avec leur environnement.
ce qu'on a observé, nous, dans l'étude qu'on a menée sur la façon dont on se met en relation avec la nature, c'est que ça, le fait de se sentir, de se percevoir comme étant perçu par autrui, c'est-à-dire par les arbres, par les plantes sur lesquelles on marche, par les arbres dont on frôle les feuilles, donc de se ressentir comme ayant un effet en fait et être perçu par ces natures, ça change tout en réalité. Du coup, ça induit une forme de conversation et ça induit une relation où c'est plus un sujet qui est moi qui suis observateur, détaché en fait de cet environnement, mais où finalement, comme je suis perçue, il y a une forme de relation qui se crée. Et cet environnement commence à être significatif pour moi et à faire partie de moi, de mon histoire. Et du coup, il n'est plus là-bas dehors, en fait, il est aussi en moi. Et il y a un peu de moi qui est aussi dans ce milieu. Et on commence les gens commencent à penser avec, en fait. Et l'imaginaire se construit là, dans ce lieu, avec les arbres, etc., etc. Et donc là, il se passe autre chose en réalité. Vraiment un tout autre type de rapport qui n'est pas du tout consumériste et qui est vraiment, là pour moi, j'appellerais ça une connexion. Mais je préfère parler de conversation, ça me paraît plus juste. Et si la crise écologique que nous traversons était d'abord une crise de la sensibilité? L'empathie serait alors une piste à explorer. Établir un autre lien avec notre environnement demande de changer de regard, de posture, de paradigme. Mais plus encore que par culpabilité, c'est parce qu'elle est source de beauté, de joie, d'émerveillement, riche de savoir et d'enseignement que nous devons défendre et prendre soin de la nature dont nous faisons, que nous le voulions ou non, intégralement partie.